Ragnar est le nerd le plus malodorant, qui a été étiqueté comme le pire d'entre tous. Il ne pouvait même pas devenir un chasseur de dragons comme les autres, jusqu'à ce qu'il parvienne, par magie, à éveiller son futur soi. Cela lui a permis de débloquer un pouvoir spécial et unique, et il devient le chasseur de dragons le plus fort, tuant même le dieu dragon par vengeance. Dans un monde rempli de dragons, les humains cherchent protection grâce aux chasseurs de dragons. Pour gagner sa vie, les chasseurs de dragons acceptent volontiers des quêtes et tuent des dragons, soit en gelant le cœur du dragon avec une épée en argent, soit par la lumière du soleil pour le réduire en cendres. L'histoire commence alors que notre protagoniste principal, Ragnar, est en quête de tuer des dragons avec son ami aux cheveux roses, Léo Konica. Au cours de la quête, Ragnar commence à avoir une vision dans laquelle il se voit, loin dans le futur, en train de tuer un dragon, sans aucune arme. Dans sa vision, il voit que même avec tant de force, son futur lui était toujours avide de plus de pouvoir. Et avant qu'il puisse voir plus loin, il est interrompu par un dragon qui se jette vers lui pour protéger le gamin rêveur de la mort. Léo intervient et montre ses compétences en tuant des dragons, vivant à la hauteur de son titre, le prodigieux chasseur de dragons. Après avoir extrait le cœur du dragon, Ragnar et Léo attendent jusqu'au matin. Ils laissent le corps du dragon brûler au soleil, tandis qu'ils congèlent le cœur du dragon à l'aide d'une aiguille en argent. Après avoir conservé le cœur comme preuve, Léo et Ragnar retournent dans leur ville Ranobra, dans un royaume appelé l'Essai. Après être arrivé dans la ville, Ragnar remet le cœur de dragon et reçoit une énorme somme d'argent en récompense. Immédiatement après avoir reçu l'or, Léo et Ragnar dépensent leur argent dans un dîner à proximité et prennent un repas après la quête épuisante. De plus, puisque Ragnar était plus âgé que Léo, qui avait 12 ans, Ragnar a pris une photo de Léo documentant son quotidien, alors qu'elle approchait de ses 18 ans. Elle écoutait discrètement Sykes Charlick, le deuxième chasseur de dragons le plus fort de l'Az, après que Léo ait commencé à insulter Ragnar par jalousie. Il était jaloux qu'une perdante comme Ragnar soit amie avec Léo, le prodige. Agacé par les insultes, Léo a défendu Ragnar alors qu'elle dégainait son épée en argent et la brandissait vers Sykes, lui ordonnant de se taire. De plus, voyant qu'elle avait attiré l'attention de tout le monde dans le diner, Léo a alors commencé à parler de qui voulait se joindre à elle dans un voyage pour tuer des dragons sans fin. Effrayé, personne n'ose lever le bras, sauf Ragnar, qui jure d'accompagner Léo jusqu'à son dernier souffle devant tout le monde. Plus tard dans la journée, alors que Léo dort, Ragnar décide de sortir et de pratiquer ses compétences d'épéiste. Pendant son entraînement, Ragnar entend soudainement le murmure d'un vieil homme, ce qui lui fait avoir une vision dans laquelle il voit qu'il va perdre tout ce qui lui tenait à cœur. Il incluait Léo. Le lendemain, comme il n'y avait pas de quête disponible à la guilde, tout le monde prévoyait de se diriger vers l'est, vers une ville appelée Donapiru. Ravi, Léo commence à planifier des aventures. Mais il commence immédiatement à s'inquiéter en voyant Ragnar qui avait des cernes sous les yeux, car il n'était pas capable d'oublier la vision de la mort de Léo. Pour réconforter Ragnar, Léo lui assure qu'il deviendra fort un jour. Il n'est pas complètement inutile, car il possède des pouvoirs cachés qui attendent d'être déclenchés. En entendant Léo, Ragnar commence à avoir un flashback, dans lequel il se souvient qu'il était une malédiction. En effet, tous ceux qui l'avaient accueilli pour le soigner avaient été tués par des dragons. C'est-à-dire, jusqu'à ce que Léo s'associe avec lui le lendemain. La guilde est remplie de chasseurs de dragons confus depuis que Donaviaru a été envahie et détruite par une horde de dragons du jour au lendemain. De plus, alors que tout le monde débattait de ce qui s'était passé, Léo était choqué de voir le visage pâle de Ragnar. Elle se précipita vers la galerie, seulement pour découvrir la ville de Ranobra engloutie par les flammes. Témoin des flammes, Ragnar paniqua, car il savait que sa vision devenait lentement une réalité. Mais avant qu'il puisse arrêter Léo, Léo sauta de la galerie et se dépêcha d'arrêter les dragons, pour éviter encore plus de victimes. Pour empêcher la mort de Léo, Ragnar s'est dépêché de combattre un dragon supérieur qui avait une apparence humaine, mais avec des pouvoirs incroyablement puissants. Trouvant une occasion, lorsque Sykes avait distrait le dragon supérieur, Ragnar a sauté et a essayé de tuer le dragon par derrière. Mais cela s'est complètement retourné contre lui car il a été projeté dans le monde des ténèbres. Voyant Ragnar voler à travers le ciel comme un avatar de Roblox, Léo se lança pour combattre le dragon supérieur. Elle chargea Sykes d'aider Ragnar, qui était entraîné, se noyant dans la rivière voisine. Alors que Ragnar s'enfonçait dans les profondeurs de la rivière, il commença enfin à voir son avenir clairement. Dans cet avenir, il vit qu'après la mort de Léo, il entreprendrait un voyage sans fin pour tuer tous les dragons. Il se ferait de nouveaux amis, mais il les perdrait aussi. Alors qu'il voyait le résultat complet de la mort de Léo, il commença soudain à voir le vieil homme de sa vision précédente. Il réalisa que le vieil homme n'était autre que son futur soi. Pour changer le destin horrible de Ragnar, le futur soi, Ragnar, prêta ses pouvoirs au Ragnar présent, lui accordant des pouvoirs immensément forts. Pendant ce temps, avant qu'il ne tue Léo, le dragon supérieur a révélé que son nom était Grimwelt et qu'il était le dragon supérieur de rang le plus bas. De plus, il a révélé que les dragons supérieurs suivaient le dieu des dragons. Récemment, à cause de la fermeture de sa boulangerie préférée, qui a été cambriolée, il était en colère. Il a donc lâché une armée de dragons sur les humains, après toute cette conversation. Alors que Grimwelt se préparait à tuer Léo, Ragnar est apparu de nulle part après avoir pris soin des dragons à proximité en utilisant le style artistique de Silverine. Effrayé par l'énergie rayonnante de Ragnar, Grimwelt se transforma immédiatement en sa forme de dragon. Mais cela ne servit à rien, car Ragnar tua facilement le dragon supérieur d'un seul coup.
Avec la chronologie future altérée, Ragna s'est immédiatement précipité vers Léo et l'a étreint, alors qu'il criait à haute voix. Le lendemain, Ragna se retrouve dans un lit avec Léo et Sykes à ses côtés. Croyant que Ragna était un imposteur et qu'il avait caché ses pouvoirs tout ce temps, Sykes exige une explication de Ragna. Cependant, en raison de la fatigue, Ragna ignore Sykes et s'endort. Avant que Sykes ne puisse tenter de réveiller Ragna, il est soudainement interrompu par un tremblement de terre, causé par la forêt qui se refermait sur la ville, quelque part ailleurs. Un chef et ses 3 serveuses tremblaient de peur alors qu'ils présentaient des tartes d'agneau à un dragon supérieur, ressemblant à un Kesso appelé Temriuag Taf, le dragon du 8e siège. Lorsqu'il était présenté avec quoi que ce soit en rapport avec la nourriture, le dragon supérieur dévorait les tartes d'agneau et commençait à parler du goût de celles-ci. Agacé de ne pas avoir reçu le bœuf Wellington de Gordon Ramsay, le gros homme décida de dévorer le chef et les 3 serveuses en s'exclamant qu'ils avaient bien meilleur goût que le plat qu'il lui avait offert. Pendant ce temps, Sykes errait autour de Roneborough et découvrit qu'un dragon, qui était immunisé contre la lumière du soleil, était derrière la forêt, tiré vers la ville. Alors que Léo, qui était occupé à retirer les tentacules du dragon, aperçoit Ragnar retenu par les tentacules. Il se dépêche de le sauver. Mais elle réalise instantanément qu'un des tentacules du dragon était sur le point de lui porter un coup fatal. Sentant que Léo était en danger, Ragna se réveille de son sommeil et lance une forte onde de choc de Silverine, gelant presque la moitié des tentacules du dragon. Choqué par la rapidité avec laquelle Ragna a résolu le problème, Léo essaie d'appeler Ragna, mais Ragna était concentré et a commencé à émettre l'aura de Silverine tout en courant vers Temriuag Taf. En rencontrant le dragon supérieur, Ragna a instantanément tranché et gelé son visage. Après avoir affronté le dragon supérieur, Ragna commence à se mettre en colère et prend la résolution de tuer tous les dragons, afin de protéger son bien-aimé Léo. Après avoir réfléchi à l'idée de tuer tous les dragons pendant un moment, il reprend ses esprits en entendant la voix d'une serveuse, qu'il reconnaît instantanément comme étant Crimson, la monarque des dragons de sa vision. En reconnaissant la serveuse, Ragna demande à la fille si elle est Crimson, mais la fille le nie. Se sentant confiant en lui-même, Ragna insista et lui dit que son nom était Eliza Yorkshire, une jeune fille de 14 ans, et qu'elle était un dragon. De plus, il lâche la plus grande révélation du siècle, en révélant que la fille était en fait un garçon. Trouver Ragna autiste pour faire de telles hypothèses folles à son sujet, la fille le gifle pour l'avoir traité de dragon et de mal avant que les choses ne s'aggravent. Léo les interrompt et demande à Ragna de retourner puisque la chasse des supérieurs dragons était déjà terminée. Juste au moment où il se retourne pour rentrer, le supérieur revient pour un deuxième round alors qu'il se jette vers Léo, mais Ragna aide facilement Léo à éviter l'attaque. Pour mettre fin au combat, Ragna utilise une attaque Racing Gun, oblitérant le dragon en morceaux. Après avoir terminé le dragon supérieur, il dit alors à Léo qu'elle doit partir avec les habitants de la ville, car Ronabera est maintenant un champ de bataille complet. Refusant de quitter le côté de Ragnar, Léo s'en prend à Ragnar et brandit son épée contre lui, qu'il part avec son doigt, endormant ainsi Léo. Après un moment, Léo se réveille, seulement pour découvrir qu'elle est portée par Sykes, loin de Roneborough, avec de nombreux autres résidents en direction de Ragnar. Ragna insiste pour que Crimson vienne et combatte des dragons avec lui, ce à quoi elle montre évidemment de la réticence, pour obtenir son soutien. Ragna commence alors à parler de ses compétences dans les tâches ménagères, et comment il aide et peut devenir un serviteur pour Crimson, avant de s'évanouir à cause de la fièvre. Pendant son inconscience, Ragna commence à avoir une fois de plus une vision de la façon dont son futur lui-même a rencontré Crimson. Après un long moment d'inconscience, Ragna se réveille et essaie d'expliquer sa vision à Crimson, qui se déroule 20 ans dans le futur. Juste au moment où Ragna expliquait sa vision, ils aperçoivent tous deux un groupe de dragons volant vers les villageois. Ils se précipitent alors pour combattre. Après avoir rattrapé les dragons, Ragna utilise l'une de ses attaques d'art Silverine. Il transperce un dragon avec une épée et le gèle. Après avoir enfin réalisé les véritables pouvoirs de Ragna, Crimson admet finalement qu'elle est vraiment une monarque dragon, alors qu'elle vomit son slime et se transforme en sa véritable forme. Après avoir terminé sa transformation, elle élimine tous les dragons restants d'un seul coup. Après avoir affronté les dragons, Crimson tente un poison à Ragna et lui dit qu'elle est prête à travailler avec lui, seulement s'il boit le poison. Ajoutant à cela, elle révèle que le poison ne fonctionnera que s'il ressent de la malice envers Crimson. Sans aucune hésitation, Ragnar boit le poison instantanément, ce qui surprend Crimson. Il demande pourquoi Ragnar veut tuer tous les dragons. Entendant la question de Crimson, Ragnar révèle qu'il veut protéger ce que son futur lui-même n'a pas pu. Et pour cette raison même, il voulait former une alliance avec elle. Pendant ce temps, un groupe de personnes est vu fuyant, loin d'un dragon, qui s'est avéré être le 3e siège du dragon supérieur, Dessus Troyes. En gros, Dessus avait incarné le vent et avait la capacité de créer des tornades rapides. En utilisant cette capacité unique qu'il possède, Dessus a piégé un groupe de femmes à l'intérieur de son tornade et a découpé leur corps morceau par morceau. Il utilisait le vent comme sa lame tout en tranchant les femmes dans son tornade. Heureusement, certains des habitants de la ville voisine ont échappé à l'emprise de Dessus et se sont enfuis. Alors qu'ils tentaient de s'enfuir, ils furent interrompus par l'apparition soudaine de dragons ordinaires, qu'ils essayèrent de repousser du mieux qu'ils pouvaient. Cependant, les dragons étaient capables de surpasser la force des humains. Mais avant que les choses ne s'aggravent, Ragna et Crimson sont venus à leur secours. Faisant son apparition, Ragna termine facilement tous les petits dragons.
Il parle ensuite aux habitants de la ville, leur demandant s'ils sont en sécurité. Lors de sa rencontre avec les habitants du village, Crimson décide de simuler une conversation en disant aux villageois que Ragna était le grand dragon faucheur et que Crimson lui-même était un mage. Ajoutant à cela, Crimson révèle qu'il peut utiliser la magie dans ce monde et que cette magie n'est utilisée que par certains dragons et une poignée d'humains. De plus, pour impressionner les habitants de la ville, Crimson a révélé le slime qu'il utilisait, qui apparaît sous sa forme humaine et peut parler. En voyant le slime magique vivant, les habitants de la ville s'exclamèrent « La magie est incroyable !» Et pure fascination. Voir la magie pour la première fois avec leurs propres yeux, le chef de villageois, Michael, s'est approché de Ragna et Crimson pour demander leur aide concernant le 3e siège d'Esustrois qui avait fait son chemin vers la terre de Tortier. En entendant parler des Desustrois, Ragnar se prépare à partir pour les combattre. Mais il tombe soudainement la tête la première en raison de la fatigue musculaire. Voyant Ragnar incapable de bouger, Crimson refuse d'abord de l'aider. Mais voyant que les habitants de la ville étaient prêts à abandonner leurs armes juste pour faire tuer ce dragon, Crimson décide de donner un coup de main. Après un moment, Crimson tend une épée en argent à Michael et les prépare pour la bataille à Tortier. Alors qu'elle utilise une clé pour déverrouiller une pièce remplie d'armes modernes, en voyant l'arsenal d'armes devant eux, les habitants de la ville sont surpris de voir la variété d'armes qui est proposée ici. De plus, Crimson explique également comment la balle imbibée de Silverine de Ragna sera utilisée pour abattre des dragons plus tard dans la journée. Ragna révèle aussi sa malédiction à Ragna en se tirant une balle dans la tête, puis en ressuscitant. Après s'être tiré une balle dans la tête, elle a donné son cadavre à son slime, comme récompense pour avoir fourni des informations sur la position des supérieurs 3. Un certain temps plus tard, les habitants du village essaient leurs armes nouvellement acquises dans un stand de tir. Après beaucoup de pratiques, enfin, à l'aube, le moment tant attendu arrive. Les habitants du village sont rassemblés et se dirigent vers Dessus. Troy est dans une camionnette. Alors qu'il s'approche de Daepilus, Crimson annonce leur arrivée sur un mégaphone et se moque du 3e dragon de siège en l'appelant un mâle bêta. Entendant quelqu'un insulter son derrière, Dersus se lance dans un discours sur le fait qu'il n'est pas seul et sur la manière dont il a gagné sa place en tant que 3e dragon supérieur. Témoins du dragon supérieur, les habitants de la ville commencent à ressentir de la peur à cause de l'énorme taille de la tornade. Mais ils restent motivés, se souvenant de leur entraînement agité au cours des 2 derniers jours. Après avoir taquiné Dessus, Crimson accéléra, alors que le dragon, furieux, dérivait vers eux. De plus, grâce aux munitions en argent de Crimson, le vent a commencé à geler, ce qui a ralenti la tornade. Cependant, cela a mis en colère le dragon. Mais les habitants de la ville ont gardé leur calme et ont continué à tirer sur Dessus, tandis que Dessus continuait à insulter les chasseurs de dragons, tout en étant sous le feu. Après un moment, il est frappé par les arts martiaux Silverine exécutés par Ragna, ce qui le fait sortir du tornade, car il ne pouvait pas croire qu'il était enfin en train d'être vaincu. Pour mettre fin à la bataille, les habitants de la ville l'achèvent avec une épée Silverine et quelques balles, avec l'aide de la lumière du soleil. Après avoir vaincu Dessus, les habitants de la ville sont envoyés en route avec des ressources. Ragnar commence à comprendre à quel point la planification de Crimson pour attirer Dessus vers la lumière du jour était forte et astucieuse. Pendant ce temps, Crimson sort une radio et diffuse une annonce du ministère de la Défense du royaume de Lez. Cette annonce ordonne à tous les citoyens d'évacuer vers la capitale royale, ce qui semble être un piège, tant pour Crimson que pour Ragnar. 5 jours avant les événements actuels, le roi de l'SFMod, Les, a été visité par le premier dragon monarque, Ultimatia. Elle a franchi la barrière et a gelé le temps pour transmettre le message de Dieu concernant le destin du royaume. Lors de sa rencontre avec le roi, Ultimatia a révélé qu'elle allait anéantir le royaume. Elle a déclaré que la mort de l'humanité dans le royaume était inévitable car Dieu l'avait dit. Voyant qu'il n'y avait plus de place pour la négociation, le roi Fémod a utilisé le système de protection solaire pour essayer de tuer Ultimate. Ah, mais il échoue. Misérablement, l'attaque a été déviée par un dragon supérieur et Ultimatia est protégée par le premier dragon supérieur appelé Nebulam et le 7e dragon supérieur, Borgeus. Après un moment, elle a ressuscité le roi en inversant le temps, et elle dit enfin que Dieu veut la fin de ce royaume et qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'éviter. Après qu'Ultimatia ait déclaré une attaque sur le royaume, le roi a annoncé une évacuation à grande échelle. Dès l'alerte d'évacuation, les citoyens ont commencé à évacuer les frontières en raison des attaques de dragons de plus en plus fréquentes. Cependant, le nombre de réfugiés dans la capitale atteignait un tout nouveau niveau. Pendant ce temps, tout le monde s'inquiétait. Mais le roi ne se souciait pas, car il croyait que la survie des humains était une cause perdue, depuis qu'Ultimatia avait déclaré son attaque contre l'humanité. D'un autre côté, Ultimatia est préoccupé par les morts de Grimwelt d'Isas et de Temriwag Taf par des tueurs inconnus, ainsi que par la mort du dragon supérieur Dornia aux mains de la fille de Femut, la princesse Starlia. Pour venger la mort de Dornia, Ultimatia envoie les dragons supérieurs Tariktra et Olto Woltekamui pour tuer Starlia. Elle dépêche également le dragon supérieur Woltekamui pour enquêter sur les autres morts. Pendant ce temps, Ragna rêve d'un futur, un souvenir de Ragna, où il a été capturé par les dragons supérieurs. Dans ce rêve, Ultimatia était tellement impressionnée par Ragna qu'elle a commencé à le transformer en dragon. Elle a révélé que tous les dragons supérieurs étaient autrefois des humains et qu'ils avaient tous été transformés en dragons par Ultimatia. Effrayée par le cauchemar, Ragna se réveille dégoûtée par Ultimatia. Elle fait semblant que ces massacres étaient une bonté envers les humains, malgré le fait qu'elle soit le dragon vivant le plus puissant. Crimson décide qu'il est vital qu'elle meure ensuite, alors qu'il décide de se diriger vers la ville capitale.
En atteignant la ville capitale, Ragna découvre que sans Léo, il souffre en réalité d'une peur des foules. Pendant ce temps, Crimson est confuse, car elle s'attendait à ce que la ville soit débordante de 2 millions de réfugiés. Cependant, elle constate qu'elle est à peine à moitié pleine. Cela signifie que les dragons supérieurs ont déjà commencé à tuer des humains en grand nombre en utilisant une méthode inconnue qui ne suscite pas l'attention. Pour enquêter davantage, Crimson laisse Ragna avec son slime. Elle lui ordonne de ne parler à personne et surtout de ne rien faire de téméraire au cas où il apercevrait Ultimatia. Après un moment, Crimson rend visite à Golem, son serviteur qui s'est infiltré dans l'armée sous l'identité du colonel Rowan, et à la métamorphe Chimera pour les informer que Ragna tentera d'assassiner Ultimate. Pendant ce temps, Ragnun est témoin de l'armée défilant avec des cadavres de dragons comme preuve qu'il gagne la guerre. Mais il sait que c'est de la propagande pour maintenir les citoyens pacifiés. Lors de cette parade, il aperçoit soudain Ultimate dans la foule. Il lutte contre cette envie de l'éliminer lui-même puisqu'il avait promis de ne pas le faire. Cependant, en réprimant sa colère, le visage de Ragna devient rouge, ce qui attire l'attention d'Ultimate A. Pendant ce temps, Crimson explique ses plans pour Ragna et Ultimatia à ses alliés lorsque l'un de ses alliés pense qu'il est imprudent de défier Ultimatia à cause de sa magie de contrôle du temps. En réponse, Crimson les rassure, car il croit que Ragna est capable de vaincre Ultimatia. Pendant ce temps, Ragna rencontre Ultimatia et lutte avec la question de savoir s'il doit l'affronter ou non. Tandis que les sbires de Crimson se disputent pour savoir qui est meilleur que qui, le laquais masculin montre à Crimson une vidéo des pouvoirs de contrôle du temps d'Ultimatia. Après avoir analysé attentivement les images, Crimson révèle qu'elle connaît un moyen de contourner la magie de contrôle du temps d'Ultimatia. De retour à Ragna, Squall aide Ragna à réprimer son envie de combattre Ultimatia en disant à Ultimatia de ne pas prêter attention à Ragna. De plus, le garçon qui accompagne Ultimatia dit à Ragna et Slime qu'elle l'aide à retrouver ses parents. Ce qui laisse Ragna perplexe, car il ne pouvait pas croire qu'un dragon supérieur aide un humain. Soudain, le dragon supérieur, Nebulum, arrive et lance à Ragna un regard malveillant. Pendant ce temps, l'un des hommes de main de Crimson réalise qu'Ultimatia ne peut pas mettre le temps sur pause ni le rembobiner. Cela lui vaut les éloges de Crimson. Avec cela, Crimson croit que Ragna peut exploiter cette faiblesse pour tuer Ultimatia lors d'une confrontation en 1 contre 1. Après avoir fait cette découverte, Crimson demande à ses hommes de main d'assister Ragna en repoussant les amis d'Ultimatia, Nebulim et Borgeus. Pendant ce temps, après avoir réfléchi à sa décision de laisser Ultimatia tranquille, Ragna demande à Slime de contacter Crimson et de lui dire qu'il l'a rencontré en ville. Retour à Crimson. Crimson réfléchit à la mauvaise volonté de son homme de main envers Ragna alors qu'il sent que Ragna est sous sa coupe. Cependant, lorsque Slime l'informe, à travers le dispositif, de la trahison de Ragnar, Crimson est choqué. Pendant ce temps, Ultima et Tia aident le garçon à retrouver sa famille et elle remercie Nebulim pour son aide. En observant de loin, Ragna entend Ultimatia dire à Nebulim que la famille du garçon périra bientôt, confirmant la croyance de Ragna selon laquelle tous les dragons supérieurs sont des menaces. Furieux, Ragna confronte les deux et tue Nebulim sous les yeux d'Ultimatia. Maintenant avec Ultimecia seul. Il révèle ses intentions de la tuer aussi et les deux s'engagent dans un combat. D'autre part, Crimson et les autres ressentent le pouvoir de Ragna alors qu'il utilise ses connaissances du futur pour se battre à égalité avec Ultimatia malgré ses capacités de rewind time. De plus, pendant le défilé, Ragna commence à avoir une suite à son rêve, où il voit le futur Ragna se poignarder avec une épée Silverine afin d'éviter de devenir un membre des dragons supérieurs. Dans le rêve, pensant que Ragna avait péri, Ultimecia demande à Dessus de l'aider. Les autres retournent aux cieux en utilisant son vent. Soudain, Slime Crimson et Golem Koloy arrivent. Crimson observe le corps de Ragna, réalisant qu'il avait gelé son cœur pour éviter de devenir un membre de la lignée du dragon. Voyant sa haine des dragons, Crimson dit à Golem de prendre Ragna et de retourner à leur base. De retour au présent, Crimson est furieux que Ragna ait agi contre leur plan. Pendant ce temps, l'un de ses hommes de main rapporte les progrès de Ragna dans le combat. Alors que Ragna combat Ultimatia, Nebulim intervient, révélant qu'il n'était pas mort et qu'il avait à peine survécu à l'assaut de Ragna, avant qu'Ultimatia ne périsse et il utilise sa carte maîtresse, la technique de manipulation du temps, pour échapper à la colère de Ragna. Pour sauver sa peau, elle remonte le temps jusqu'au moment où Ragnar assistait au défilé. À ce moment précis, Ultimatea utilise son pouvoir d'arrêt du temps et dit à Ragnar à quel point je représente une menace pour elle. De plus, elle se demande pourquoi il éprouve une haine profonde envers elle, malgré le fait qu'ils n'aient pas une longue histoire ensemble. Après un moment, Ultimatia est choquée car elle remarque Ragna se déplacer dans le temps arrêté. Mais avant qu'elle ne puisse enquêter plus avant, Nebulim attaque Ragna avec une rafale de coups de poing. Voyant que Ragna n'a pas esquivé l'attaque de Nebulim, Ultimate A pense que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Elle demande à Nebulim d'arrêter d'attaquer puisque l'émission de Silverine par Ragna lui faisait du mal. De plus, Ultimatia révèle que le corps de Ragna est toujours indifférent à ses coups et elle croit qu'ils auront besoin de magie destruction mondiale pour blesser Ragna. Se souvenant que le roi Fémud avait une attaque de protection solaire, Ultimatia charge l'un de ses alliés de parler avec le roi Fémud. De plus, Ultimatia révèle également ses plans pour s'occuper des alliés de Ragna après qu'ils aient vaincu Ragna pendant son arrêt du temps.
Soudain, Ragna se réveille et s'approche d'Ultimatia, comme si l'arrêt du temps n'avait eu aucun effet sur lui. Effrayée, elle ne sait pas comment il se déplace, puisque seules les personnes qui partagent son sang sont autorisées à se mouvoir dans son temps clos. Pour protéger Ultimatia, Nebulem utilise sa barrière la plus puissante. Cependant, cela n'a aucun effet, car Ragna brise facilement la barrière avec sa tête. Avant que Ragnar ne mette fin à leur vie, Ragnar tombe au sol à cause de l'utilisation excessive de ses pouvoirs futurs. Alors qu'il commence à saigner des yeux et du nez, pour tuer Ragnar dès qu'ils le peuvent, les dragons supérieurs forcent le roi Femed à utiliser le rayon de lumière solaire pour se débarrasser de Ragnar. Cependant, le faisceau ne fonctionne pas, car Crimson et leur allié apparaissent aux côtés de Ragna. En atteignant le champ de bataille, Crimson regarde Ragna avec déception pour avoir désobéi à leurs ordres. Voyant que plus d'alliés avaient rejoint le champ de bataille, Borjus implore Ultimate Eye d'utiliser son pouvoir d'arrêt du temps. Mais, étant marquée par la vision de Ragnar en freinant les règles de son gel du temps, elle commence à hésiter. Voyant qu'Ultimata tremblait, Crimson réalise qu'il doit intensifier ses efforts et briser le moral d'Ultimata. Pour cette raison, Crimson fait exploser plusieurs bombes à travers le royaume de Lyse. En agissant ainsi, Crimson expose le faux sentiment de sécurité d'Ultimate A aux habitants du royaume. Il essaie de parier sur le fait qu'Ultimate A utilisera son pouvoir restant pour remonter le temps et réparer la situation. Cependant, avant qu'Ultimatea puisse utiliser son pouvoir de reversal du temps, Nebulem avertit Ultimatea de ne pas utiliser son énergie restante. Voyant que Nebulem avait gâché son plan, Crimson décide de se retirer et rejoint Golem, qui était posté à proximité. En rencontrant Golem, Crimson le réprimande pour ses échecs concernant le plan. Puisque Golem n'avait pas placé de bombe sur la tour de l'horloge avant de quitter pour la dimension cachée, Crimson ordonne à Golem de surveiller les mouvements du lion de sang et de se débarrasser du corps de quelqu'un. Pendant ce temps, Nebulem ressent qu'il a gravement échoué à Ultimatia. Il commence à avoir un flashback, dans lequel il se souvient d'une réunion avec Borjus, au sujet de la maturation et de sa relation avec leur lignée. Selon le flashback, Borjus réveille que Nebulem servira un jour de colonne vertébrale au progéniteur, et qu'il devrait être fier de ce statut. De retour au présent, Nebulem se renforce et prévoit de trouver Crimson et Ragna afin de les détruire pour le bien de son maître. Voyant qu'un simple dragon supérieur défiait sa dimension cachée, Crimson trouve cela risible et est convaincu que Nebulem ne le trouvera pas, lui et ses alliés, en raison de la façon dont il a construit l'espace. Cependant, soudainement, Ragna se réveille et veut en finir avec Ultimate une bonne fois pour toutes. Il commence à émettre du Silverine. Voyant que le Silverine de Ragna fissurait son espace, Crimson ordonne à Chimera de le maîtriser. Mais malheureusement, une fissure permet à Nebulem de détecter Crimson. Après avoir été repéré, Crimson tente désespérément de fuir la zone. Il ordonne à Golem de tirer sur Nebulem, ce qui entraîne une escarmouche entre toutes les factions. Ailleurs, la princesse Starliales est informée que des personnes sont entrées par son cercle de téléportation souterrain. Apparemment, Crimson et Ragna ont réussi à s'échapper, mais ils se sont retrouvés dans la forteresse de cette princesse. Son conseiller, Isaac, l'informe que Ragna reçoit un traitement médical, tandis que Crimson promet de répondre à toutes les questions qu'ils ont pour eux. Lors de sa rencontre avec la princesse Starlia, Crimson se souvient de la fantastique puissance de combat de Starlia, ainsi que de ses handicaps liés à son manque de bras. De plus, Crimson détestait Starlia, car il était difficile de la tromper sur certains sujets. En effet, elle avait un œil doué qui pouvait percevoir les auras. Cependant, après avoir pris le temps de réfléchir, Crimson réalise qu'il peut tromper Starlia avec sa manipulation d'aura. Il révèle alors son œil de dragon à Starlia. Lors de l'interrogatoire de Crimson, Starlia a un flashback dans lequel elle a eu une rencontre avec le lieutenant-général Pererio. Apparemment, Starlia a tué Perero parce qu'il complotait un coup d'État avec un pays voisin. De plus, elle savait qu'il complotait contre leur peuple grâce à ses capacités de détection d'aura. Dans le présent, Crimson exécute une stratégie qui lui permettra de tromper Starlia et d'éviter son pouvoir. Malgré une histoire convaincante, Starlia perçoit les mensonges et les vérités de Crimson. Elle révèle comment elle a déjoué les mensonges de Crimson. Starlia explique ses capacités en détail à Crimson et révèle que, lorsque la couleur de l'aura de Crimson est devenue bleue, elle disait la vérité. Et lorsque cette couleur est devenue rouge, elle mentait. Cependant, puisque la couleur de l'aura de Crimson était bleue, Starlia ressent quelque chose de louche émanant de lui. Elle dit à Crimson qu'elle perçoit une masse noire de mort émanant de lui. Après avoir ressenti des vibrations négatives de la part de Crimson, Starlia ordonne à ses hommes de dégainer leurs épées. Puisque Crimson était immortel, il accepte son destin. Cependant, Ragna intervient pour le sauver. En voyant Ragna, le Rhinosaurus Rex, Starlia commença à perdre son calme, car elle avait maintenant trouvé son mari, Do. En réalité, Starlia voyait Ragna comme une épée ambulante, avec des bras et des jambes, et apparemment elle avait un faible pour les épées ambulantes. Alors qu'elle est complètement à court de mots, Starlia a un flashback impliquant son tuteur, Nazarena. Apparemment, Nazarena informe Starlia qu'elle n'est plus enfermée et qu'elle doit retourner au château. Château. En raison du temps que Starlia consacre à ses activités d'écriture, Nazarena a déclaré que ses fiançailles avaient été annulées. De plus, Nazarena est inquiète, car elle ne récoltera pas les récompenses pour avoir aidé Starlia à épouser quelqu'un dans le présent. Pendant ce temps, Starlia a été prise de Ragna.
Ragna leur dit qu'il et Crimson sont prêts à coopérer pour décider du destin de Ragna et Crimson. Un des gens de Starlia enferme Crimson et Ragna dans une cellule de prison. Pendant ce temps, ils réfléchissaient à leur plan d'action. Avec du temps devant eux, Ragna et Crimson ont utilisé ce moment pour discuter de leurs inquiétudes l'un avec l'autre. Après un moment, Crimson restaure Slime et donne à Ragna un aperçu de la situation dans laquelle il se trouve. Pendant ce temps, Starlia est toujours plongée dans ses pensées, fantasmant sur une toute nouvelle fanfiction avec son mari, Do. Voyant Crimson complètement perdu dans ses pensées, Nazarena donne un coup de poing amical à Starlia et lui dit qu'elle est devenue incompétente à cause de son amour pour Ragna. De plus, Nazarena dit à Starlia que c'est agréable qu'elle ait trouvé quelqu'un à aimer, et elle lui rappelle ses réalisations. Bien qu'il soit merveilleux qu'elle soit amoureuse, Nazarena dit qu'elle devrait se rappeler de remplir ses devoirs de leadership. Rassurant Nazarena, Starlia promet de vivre à la hauteur de son statut. Elle ne faillira pas à ceux qui lui font confiance avec leur vie. Pendant ce temps, Ultimatia s'excuse auprès de son dieu pour ses échecs, et son dieu, qui s'avère être sa sœur, lui demande pourquoi elle n'a pas réussi à protéger son ultimum. Tia se réveille de ce cauchemar et elle réalise que ses pouvoirs ne sont pas aussi grandioses qu'ils l'étaient autrefois. Pendant ce temps, Starlia tient une réunion où Christopher et Shin font un rapport à Starlia sur l'activité des dragons qui se produit dans la région voisine. De plus, Starlia se demande ce que le dragon supérieur prévoit, et elle demande à son subordonné, Majorka, des nouvelles concernant le cercle de téléportation. En réponse, Majorque dit à Fu de compléter le cercle en une journée. Lors de la réunion, Soudain, Ragna et Crimson arrivent à la réunion, et Starlia est toujours épris de Ragna. Pour aider Starlia, Crimson promet de fournir à Starlia et à ses alliés Ragna, qui est capable de tuer les dragons supérieurs. Malgré son amour fou pour Ragna, Starlia n'a aucune confiance en Crimson et refuse de travailler avec eux pour gagner la confiance de Starlia. Crimson charge Ragna de convaincre Starlia, puisque celle-ci avait déjà un faible pour lui. Il serait plus facile si Ragna la convainquait. Après que Ragna ait témoigné de la haine de Crimson envers les dragons, Starlia accepte le raid. Cependant, elle rappelle à Crimson qu'elle ne comptera sur lui que pour des informations et qu'elle sera responsable de la planification. Pendant ce temps, Volt et Kamui rend visite à Ultimate, qui est toujours choqué de ne plus pouvoir manier le temps comme avant. Pour réconforter Ultimate A, Walt et Kamui lui apportent la tête de l'homme qui a tué deux Ustrois et essaye de réconforter Ultimate A. En voyant la tête de l'homme décapité, Ultimate A refuse d'écouter Walt et Kamui, car elle était mal à l'aise avec le fait que l'homme décapité avait été tué de manière douloureuse. De plus, Walt et Kamui lui présente une lame Silverine, lui rappelant Ragna pour l'aider à comprendre pourquoi elle perdait ses pouvoirs. Walt et Kamui explique que l'ultime ne peut pas contrôler le temps, car elle se sent défaite. Pour restaurer son contrôle sur celui-ci, elle doit oublier sa peur de Ragna. Au départ, Ultimate A refuse de commander Walt et Kamui pour tuer Ragna, car elle voulait prioriser l'anéantissement du royaume de l'essai, afin de façonner le monde selon les désirs de son dieu. Cependant, après quelques arguments convaincants, Ultimate A cède la lame Silverine et demande à Walt et Kamui de lui apporter les têtes de Ragna et de Crimson. Après qu'Ultimate A ait exprimé sa volonté de se venger de Ragna et de Crimson, les deux se sont regroupés avec les autres dragons supérieurs. Plus tard, Ragna démontre et explique ses principes Silverine à Starlia, qu'elle ne peut pas comprendre à cause du riz divin de Ragna. Pour se distraire de Ragna, Starlia demande à ses subordonnés d'apporter toutes leurs armes à Ragna, afin qu'il puisse les infuser avec son Silverin. Tout en infusant les armes des hommes de Starlia avec le Silverin, Ragna se remémore une discussion qu'il a eue avec Crimson. Apparemment, Crimson avait suggéré à Ragna d'infuser leurs armes avec la moitié de son argenté et de garder l'autre moitié pour lui-même. Cela leur permettra de ne pas être complètement dépendants des forces du royaume de l'essai. Après avoir infusé plus d'armes pour les guerriers, nous passons à quelques-uns des subordonnés très qualifiés de Starlia qui discutent entre eux de la situation. Apparemment, deux d'entre eux sont contrariés, tandis qu'un guerrier nommé Chris dit qu'il est d'accord avec le processus d'infusion, puisqu'il a obtenu une arme puissante grâce à cela. De plus, Chris soutient que Ragna est un guerrier talentueux, tandis qu'un autre subordonné pense le contraire. Un camarade nommé Shin défie Ragna plusieurs fois pour prouver sa valeur, mais à chaque fois, il se fait battre. Pendant ce temps, deux guerriers jumeaux s'approchent de Ragna et lui présentent leurs armes pour infuser leurs balles avec du Silverine. Soudain, Slime apparaît et commet une grave erreur en se moquant des filles, parce qu'elles ressemblent à des dragons. Pour punir Slime, les jumelles l'escortent vers un endroit non divulgué et partagent avec lui une partie de leur traumatisme passé. De plus, ils torturent Slime en lui mettant des pétards dans le derrière comme punition. Pendant ce temps, un autre groupe de subordonnés semble avoir des difficultés avec leur tâche de cercle de téléportation. Après un moment, l'un d'eux aperçoit Crimson et lui demande pourquoi il est ici. En réponse, Crimson reconnaît leur lutte avec cette tâche et il soutient qu'il peut les aider à surmonter cette épreuve grâce à son intervention. D'un autre côté, Holto et les autres dragons supérieurs discutent de ce qu'ils doivent accomplir avec ce plan qu'ils ont pour tenir sa promesse envers Ultimatia. Walt Kamui dit qu'il prévoit de s'occuper de Ragna et de ses amis lui-même. Ultro et lui argumentent un peu à ce sujet. Après un moment, Nebulim intervient et dit que Ragna et ses amis viendront à eux d'eux-mêmes et qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter à ce sujet. En voyant Nebulum, Holto loue Nebulim pour sa maturité et dit à Walt et Kamui d'agir davantage comme lui.
De plus, Olto dit à Ultimatea qu'il peut compter sur elle pour la phase de destruction du pays du plan. Cependant, Olto ne prévoit pas de tuer les humains avec miséricorde, comme Ultimacia le voulait. Depuis qu'Ultimacia a commencé à briser Ultima, Tia dit qu'elle est d'accord pour tuer des humains tant qu'Olto peut accomplir la tâche. Pour s'assurer que tout le monde accomplit ses tâches, Tara Tectra interrompt en disant à ses camarades de remplir leurs devoirs et de ne pas échouer comme les autres qu'ils ont perdus en cours de route. Pendant ce temps, Ayake demande à Starlia si Crimson disait la vérité à propos de lui et de Ragna, qui ont vaincu plusieurs dragons supérieurs. En réponse, Starlia dit à Ike de ne pas prêter trop d'attention à Crimson, car elle croit qu'il aime répandre des mensonges dans ses déclarations véridiques. Cependant, Ayak évoque l'affirmation de Crimson selon laquelle les dragons supérieurs seraient des humains. Starlia confirme l'affirmation de Crimson en déclarant que plusieurs soldats travaillant pour elle ont des traits non humains. Alors que Starlia confirme la déclaration de Crimson, Ike est perplexe face à cette révélation. Mais Starlia dit que cela ne fait aucune différence si leurs ennemis étaient autrefois humains. Il est important pour lui de donner le meilleur de lui-même lors de leur prochain combat et de survivre. Pendant ce temps, Crimson et Ragna discutent de savoir si Ragna croit qu'il a le pouvoir de vaincre Walter Weltemui. Après s'être analysé, Ragnar dit qu'il n'est peut-être pas prêt à l'affronter. Crimson répond qu'il est heureux d'entendre cela, étant donné que Voltekamui est un dragon supérieur qui a dépassé ses limites. Pendant ce temps, Ike croise Fu, qui lui dit que Crimson a aidé son groupe à améliorer leur cercle magique. En même temps, les jumeaux arrivent dans la cellule de Ragna, avec Slime qui semble meurtri et battu. Après un moment, Crimson apparaît également, et Ragna lui dit qu'il est dans sa cellule, parce que cela l'aide à rester calme. De plus, Ragna dit qu'il a conservé la plupart de son pouvoir Silverine pour les combats à venir. Pour confier à Ragna une dernière mission, Crimson lui dit de prendre une des épées de Starlia, d'y infuser du Silverine, et de descendre profondément sous terre pour éviter les soupçons de ses soldats. Après un moment, Crimson sort Slime de son état dépressif et lui dit de surveiller Ragna. Avant que Crimson ne puisse se mêler des affaires, Starlia arrive et il se couvre en disant qu'il joue, qu'il prévoit de faire une sieste et qu'il n'a pas causé de problème. Après avoir retrouvé Ragna et Crimson, Starlia dit à Ragné de la suivre, afin qu'il puisse choisir une arme. En suivant, Starlia dit qu'elle prévoit de rester avec les Solariens après leur prochaine bataille. Pour maintenir la paix, elle prévoit de devenir membre de l'église solarienne et de la montée des dragons. En agissant ainsi, Starlia espère que les Solariens protégeront son peuple. Cependant, si elle meurt dans le coma, elle veut que Ragnar devienne un fléau des dragons et qu'elle mène son peuple à sa place. En entendant la demande de Starlia, Ragnar décline l'offre de Starlia, ce qui contrarie Starlia. Pour rappeler à Ragnar ses paroles, Starlia lui rappelle sa promesse de la suivre et dit qu'il obéira à ses ordres. Après un moment, Ragnar infuse la plupart de son Silverine dans chaque épée et dit à Starlia qu'il promet de la garder en sécurité. D'un autre côté, Olto Zora et plusieurs dragons sèment le chaos dans le palais royal. Après avoir provoqué un bouleversement dans l'équilibre, Olto et Taratectra arrivent à la base de Starlia, où Tarektra tente de s'infiltrer, mais échoue. Après la tentative d'infiltration ratée, Ragnar est sorti de la base pour affronter Taratectra. Il avançait froidement, avec 2 épées en Silverine dans les mains. Pendant ce temps, les forces de Starlia attendent que les forces d'Olto Zora entrent dans leur base. À leur grande surprise, plusieurs humains entrent dans le bâtiment et implorent les forces de Starlia de les protéger. Le leader Ike se souvient des avertissements de Crimson concernant les pouvoirs de fabrication de drogue et d'hypnose d'Ulto. Il dit à tout le monde de rester sur leur garde alors que les humains avancent et les attaquent. Après un moment, Starlia arrive et aide ses camarades face à la menace humaine. Pendant la confusion, elle annonce qu'ils ne devraient protéger que les humains sous leur garde, ainsi que leurs camarades soldats. Elle considère tout le reste comme une menace, et elle les tuera elle-même si besoin est. De plus, Starlia confie à Ike la protection de la base et demande à Grea, Acela, Chris et Nazarena de l'accompagner dans la forêt. Ailleurs, Aielto est ravi de la détermination de Starlia et il a hâte de l'affronter bientôt. Alors que le Crimson rappelle le talent supérieur du dragon et comment il est mesuré par la durée de leur maturation. Si cela leur prend peu de temps pour mûrir, alors ils deviendront plus puissants en conséquence. Lors de son combat avec Ragna, Taratectora admet qu'il manque de talent. Cependant, il compense cela par les années d'expérience qu'il a acquises lorsqu'il était humain. Pendant leur bataille, Ragna remarque qu'il est difficile pour lui de porter un coup décisif à Taratectora. Il examine donc Taratectora de plus près et croit qu'il devra utiliser une grande quantité de Silverine pour lui faire du mal. Après un certain temps, Ragna prévoit de canaliser tout son pouvoir dans son épée, et il espère que cela fera l'affaire. Pendant ce temps, Grea, Acela et les membres de l'unité aérienne patrouillent la forêt d'en haut. Ils transmettent leurs découvertes à leurs camarades et notent comment ils ne peuvent pas détecter les lieux d'Olto. En même temps, les jumeaux informent Starlia que de nombreux dragons se dirigent vers l'entrée est de la base et pourraient anticiper leur prochain mouvement. En réponse, Starlia dit que tout va bien, tandis qu'Olto fait l'éloge de ses forces pour leurs efforts contre son armée humaine. Après un moment, Olto vérifie Taratectra, car il est légèrement inquiet à son sujet, sentant que Olto se concentrait sur lui. Taratectra dit à Olto de ne pas s'inquiéter, puisqu'il croit avoir vaincu Ragna. Cependant, Olto questionne davantage Taratectora au sujet de Ragna, pour voir s'il est le faucheur qui a attaqué Ultimate A. Il croit que Ultimate A ne sera pas vaincu par un tel faible. Taratectora pense que Ragna n'est pas le même gars. Cependant, il dit que le faucheur pourrait être présent sur le champ de bataille, quelque part, pour achever Ragna.
Tarat Tora essaye de le tuer, mais Ragnar se réveille et évite son attaque. Soudain, des dragons inférieurs arrivent pour affaiblir Ragnar. Mais Tarat et Tora soutient que Ragnar n'est pas une priorité pour lui. Et il pense que ces dragons inférieurs seront suffisants pour le vaincre. Alto dit à Taratek Tora qu'il veut qu'il visite l'emplacement de Starlia et qu'il l'anéantisse, ainsi que ses forces, avec son attaque de canon. En entendant que Starlia était en difficulté, Ragnar essaye d'arrêter Taratek Tora, mais il est submergé par la puissance combinée du dragon inférieur. Heureusement, Shin et Garm arrivent pour lui prêter assistance et conseil. Au lieu de remercier les deux pour leur aide, Ragnar leur dit de s'en aller et soutient qu'il peut gérer les dragons inférieurs et Taratek Tor tout seul. Fâché, Shin. Se sentant insulté, Shin défie Ragnar à un duel. À la surprise de Ragnar, à ce moment précis, Shin a un flashback dans lequel il était daté 4 jours avant l'arrivée de Ragnar et de Crimson à la base de Starlia. Dans son flashback, Starlia a informé ses forces qu'elle devait éviter les problèmes avec les dragons supérieurs. Apparemment, Shin a trouvé les méthodes de Starlia lâches, incitant Starlia à remettre Shin à sa place. De plus, Starlia a annoncé ses plans après la bataille à ses soldats. Après une discussion émotive avec un ancien camarade, Shin mentionne que 120 soldats ont décidé de rester aux côtés de Starlia. De retour au présent, Shin fait à Ragnar un discours réfléchi sur ses raisons et celles des autres pour se battre. De plus, il dit à Ragnar qu'il ne se soucie pas de ses motivations, ni de sa force. Après s'être ouvert à Ragnar, Shin s'approche de Gram. Gram l'informe sur leur situation. De plus, Gram dit qu'il aimerait continuer à aider tout le monde dans ce combat et atteindre une force supérieure. Après avoir discuté avec Slime pendant un moment, Shin et Gram prévoient d'arrêter Tarat Tora. En même temps, les camarades de Starlia la mettent à jour sur leurs découvertes et succès. D'autre part, Holto reconnaît les forces de Starlia et réalise qu'elle complote quelque chose avec un cercle d'absorption magique. De plus, le plan de Starlia lui rappelle ses jours solariens, et il révèle que les solariens voulaient utiliser la magie des dragons à des fins de bataille. Il trouve les besoins de Starlia à ce sujet fascinants. De retour à Starlia, même si les dragons n'émettent pas d'aura, Starlia peut toujours reconnaître les dragons car ils apparaissent comme des masses noires pour elle. Après un moment, Starlia réalise qu'Ulto connaît son plan, et elle panique. Dans la panique, Starlia dit à ses troupes de rester à l'affût des anomalies. Soudain, plusieurs dragons attaquent Starlia et son escouade. Pendant cette attaque, alors que les dragons poursuivent leur assaut sur les forces de Starlia, les forces Otto supposent que la portée d'absorption du cercle magique de Starlia est de 2 km. Ils se rappellent les avertissements de Nebulim au sujet d'un mage nommé Crimson, doté de la magie de la Grande Barrière. De plus, Ulto déclare que gagner cette guerre est inutile si Starlia parvient à s'échapper avec sa vie intacte. Pour gagner cette bataille à tout prix, Holto prévoit d'atteindre un contrôle total sur le cercle de téléportation magique de Starlia. Près de la barrière, Ayaka se tenait avec ses hommes, alors qu'il faisait face à des difficultés, et ses hommes tombaient rapidement. En voyant le nombre de victimes parmi ses hommes, il ordonna à ses troupes restantes de se retirer. Pendant toute cette agitation, Ultimacia fait son apparition sous sa forme de dragon et tout le monde semble confus car ils ne peuvent voir aucun mouvement d'Ultimacia. Cependant, ces hommes tombaient comme si Ultimacia les tuait. Pendant la confusion, Ike réalise soudainement que le dragon devant lui contrôlait en fait le temps. Juste à ce moment-là, Crimson saute dans la ligne de tir avec un orbe semblable à un flashbang qui fonctionne comme un code de triche, alors qu'il brûle l'Ultime A. Après avoir immobilisé Ultimate A, Crimson révèle qu'il a manipulé les fonctions de l'orbe, de sorte qu'il explose lorsqu'il détecte que le temps s'est arrêté. De plus, Crimson dit à Ike qu'il a fourni aux humains qu'il protégeait des armes et une multitude de M16 parce qu'il voulait rejoindre le combat. Bien qu'Ike ne soit pas ravi des méthodes de Crimson, il est contraint de se conformer car il était leur seul espoir. De plus, Crimson dit qu'Aolto est au courant de la prochaine phase de leur plan de téléportation et qu'il prévoit de déployer son armée humaine autour de leur base pour la ruiner. Pour combattre l'armée d'Alto, Crimson veut opposer ses forces hypnotisées contre elle. Agacé, il remarque Fu à proximité et lui demande de l'emmener au cercle magique. Cependant, Fu refuse et décide de combattre Ursh-Goron. En voyant la position de Fu, Ursh-Goron a un bref flashback de Starlia se disputant avec Fu au sujet de l'exigence magique du cercle magique. De retour au présent, Fu vainc Nudge-Goron et vole sa magie, tandis que des scènes hilarantes se déroulent entre Fu et ses camarades. Crimson observe et est impressionné par la force de Starlia. Soudain, des choses étranges commencent à se produire dans la zone. Crimson exhorte Fu et ses camarades à le suivre. Confus, Fu pose plusieurs questions à Crimson. Crimson lui dit qu'il devrait se concentrer sur la protection de la barrière. Pendant ce temps, Stario s'engage le combat avec les dragons mûrs, tandis qu'Alto est intrigué par les tactiques de combat étranges de Starlia. Cependant, les dragons jouent un tour à Starlia, la faisant chuter au sol. Avec Starlia. Au sol, Holto loue Starlia pour ses efforts, mais reconnaît son inexpérience. Avant qu'il ne revendique la victoire, Taratek Tora dit à Holto que 3 hommes, à savoir Shin, Gram et Ragnar, ont vaincu un tiers de son armée.
elle dit qu'il devrait s'occuper de ce développement. Pendant ce temps, Shin et Gram semblent hésitants, car ils ne sont pas sûrs de pouvoir l'emporter. Mais ils commencent à remarquer que Ragna commence enfin à aiguiser ses capacités, et qu'il se sent à l'aise avec son pouvoir. Cependant, il ne sait pas combien de temps il pourra le maintenir. Cependant, pour protéger tout le monde de la mort, il fera tout ce qu'il peut pour vaincre les dragons. En même temps, Asi Aolto admet qu'il a mal évalué la situation. Pour protéger tout le monde, Ragnar abat de nombreux dragons en un clin d'œil. Pendant ce temps, l'une des troupes de Starlia se précipite à son aide. Elle ordonne aux troupes de l'emmener vers le nord-ouest. Pendant ce temps, Holto apprend qu'Urge Gauron et Platinum Tiara n'ont pas réussi à remporter la victoire au combat, ce qui le laisse perplexe. De plus, il pense aux forces de Starlia, à leur véritable capacité et à leur puissance de feu. Étonné, il demande à Tarat Tora combien de temps il mettra à récupérer. En réponse, il lui dit que cela ne prendra pas beaucoup de temps pour contrer les forces de Starlia. Holto développe une nouvelle stratégie et la transmet à Tarat Tora. Avec le plan en tête, Terra Tora agit comme d'habitude et prévoit de tout faire exploser dans les 5 minutes. Pendant ce temps, Shin aide Ragna à tuer un dragon. Ragna lui dit de ne pas s'en mêler. Mais il retire son ordre lorsqu'il se souvient des paroles de Shin concernant le fait de ne pas agir comme un héros. Se sentant comme s'il agissait comme un idiot, Ragnar s'excuse auprès de Shin et dit que Shin et Gram peuvent combattre les dragons comme ils le souhaitent. En retour, Ragnar révèle qu'il prévoit de les protéger et demande aux deux de suivre son exemple. Tout en suivant et en tuant des dragons sous la direction de Ragnar, Shin et Gram réfléchissent à la manière dont Ragnar les influence. Soudain, Holto infecte plusieurs dragons matures sur Ragnar et ses alliés. En réponse à l'attaque, Ragna les bat facilement et rapidement, ce qui met Shin en colère, car Ragna ne laisse ni lui ni Gram participer à la chasse. Cependant, Ragna dit aux autres de continuer à le suivre malgré la colère de Shin à son égard. Ailleurs, Aolto est enragé que Ragna et ses alliés tuent rapidement ses forces. De plus, Aolto est troublé par les forces humaines de Starlia, et il est curieux de savoir quel type d'armes elles utilisent. Après quelques réflexions, Aolto conclut que quelqu'un d'autre dirige ces humains contre lui. Il se demande si les mêmes personnes qui ont causé des problèmes à Ultimata et aux autres sont présentes sur le champ de bataille. Pendant ce temps, à l'emplacement du cercle de téléportation magique, Crimson, un humain conditionné, réprimait Fu et ses alliés. Voyant toute la force submergée, Crimson leur dit qu'il va prendre le contrôle du cercle magique maintenant. De plus, Crimson révèle ses intentions concernant le cercle magique qui s'aligne avec leurs besoins à ce sujet. Cependant, il ne veut pas amener des personnes qu'il considère comme un fardeau. En entendant la condition de Crimson, tout le monde commence à être d'accord avec lui. Mais Fu réalise que quelque chose ne va pas avec tout le monde et confronte Crimson à ce sujet. Pour rassurer Fu, Crimson lui assure que rien ne va mal avec ses amis et que tout va bien. Pendant ce temps, Holstom se demande si Ragna est le faucheur, car il sait que la personne responsable du bombardement du Capitole est ici. Effrayé. En fin de compte, Volta se demande s'il doit informer Voltekamui que le faucheur est ici. Cependant, il hésite car il sait que Starlia a des alliés qui possèdent des choses rivalisant avec des dragons supérieurs. Par conséquent, il enverrait Voltekamui à sa mort. Pendant ce temps, alors que les troupes de Starlia avancent vers le nord-ouest, Acela remarque Grea dévorant plusieurs dragons matures. En voyant Acela, Grea lui tend un peu de viande de dragon et lui dit qu'elles sont les seules de leur unité à avoir survécu. Crouché, Acela et Grea préparent leur réaction. Vengeance. De retour au cercle de téléportation magique, Crimson s'embrasse avec Fu. Et soudain, Fu réalise qu'il ne peut pas bouger, car la voix de Crimson s'infiltrait dans son esprit. Lentement, pendant ce temps, Crimson bavarde sur son désir d'être aimé par beaucoup. Puis, Crimson incite Fu à activer le cercle magique pour lui. Avant que Fu n'active le cercle magique, Majo appelle Fu et lui dit de ne pas obéir à Crimson. Soudain, l'un des hommes de Crimson tire sur Majo, provoquant la panique chez tout le monde. Avec la panique qui monte, Fu essaie d'aider Majo, mais Crimson le cloue au sol alors qu'il réalise que sa magie d'hypnose perdait son emprise sur les autres. Paniqué, Crimson menace de tuer les Thermato-Rouges restants s'ils ne se conforment pas et n'activent pas le cercle. Ne voulant pas que ses amis périssent, Fu dit à Crimson qu'il va activer le cercle. Soudain, Majo reçoit un coup de pouce de pouvoir, choquant Crimson. Alors que Crimson ordonne aux humains sous contrôle de tirer sur Majo, leur tir s'avère inefficace contre elle. Pour combattre Crimson, Majo utilise ses pouvoirs pour téléporter Crimson et ses humains loin du cercle. Après avoir épuisé beaucoup de ses pouvoirs, Majo s'évanouit. Fu et ses amis se précipitent à son secours. Pendant ce temps, Crimson et ses humains tombent du ciel. Il ne peut pas croire que Marjo possède de la magie de téléportation dans son corps. Fâché d'avoir perdu une occasion d'obtenir des troupes notables sous son suzerain, Crimson et ses humains conditionnés tombent du ciel. Alors qu'ils sont à quelques instants de s'écraser au sol, d'un autre côté, Holtozora se demande encore si c'est une bonne idée de faire arriver Voltekamui sur le champ de bataille ou non. À cet instant précis, il se demande pourquoi le faucheur, Ragna, et son affilié Crimson aident les forces de Starlia. Confus, il se demande plusieurs choses que Crimson pourrait gagner en soutenant les forces de Starlia. En fin de compte, Aolto croit qu'il est en compétition dans une course avec Crimson pour voir qui peut atteindre son objectif en premier. Avec une course en tête, Aolto est convaincu qu'il va tuer Starlia, mais avant que Crimson puisse accomplir son objectif. Pendant ce temps, Crimson est allongé sur le sol, impuissant. Avec son corps au sol, Crimson espère que Ragnar pourra s'échapper avec des alliés dignes, et que Starlia périra dans la bataille.
Tout en cela, dans le combat entre le groupe de Starlia et les dragons matures d'Oltelia, le commandant maintient toujours Starlia sur son dos. Il encourage les troupes restantes à continuer de se battre. Après s'être regroupés avec le commandant, les jumeaux fournissent de l'aide à ses soldats. Starlia espère qu'ils pourront continuer à submerger les dragons. Alors qu'elle est transportée, Starlia se souvient des mots de Crimson à son sujet concernant pourquoi elle ne devrait pas sous-estimer les dragons supérieurs. Alors que les jumeaux examinent le champ de bataille où Ragna a combattu Terra Tora, Starlia réfléchit à d'autres choses que Crimson lui a transmises concernant la capacité oculaire d'Ulto et sa portée. Avec ces informations, Starlia a le sentiment d'avoir réduit l'emplacement d'Ulto. D'autre part, Ultom élève les niveaux de folie de son armée de dragons avec ses pouvoirs. Bien qu'ils lui soient inutiles dans 10 minutes, il pense qu'ils accompliront la tâche en temps voulu. De plus, Ulto spéculait sur la manière dont Starlia va gérer cette augmentation des niveaux de folie. Pendant ce temps, Starlia et ses forces se préparent et se dirigent vers l'emplacement d'Ulto, car elles prévoient de l'attaquer avec une offensive qu'elles utilisent pour vaincre un ancien dragon supérieur. Après avoir réalisé que quelqu'un s'approchait de lui, Ulto se lève de son siège et commence à répandre une toxine mortelle dans l'air. Alors que Starlia et ses troupes s'approchent de lui, Aolto reçoit une image dans son esprit d'une femme humaine nommée Lacutia. Soudain, Nazarena apparaît derrière Ulto et tranche sa tête, ainsi que le bras qu'il utilisait pour répandre la toxine mortelle. Cependant, Ulto reste impassible face à l'attaque de Nazarena, ce qui la pousse à se demander ce qui se passait devant ses yeux. Confuse, Nazarena laisse Alto seul, car elle estime avoir fait sa part dans cette guerre. Avec la localisation d'Olto compromise, Starlia et ses alliés se précipitent vers l'emplacement d'Olto. Elle est satisfaite de la tentative de Nazarena car cela l'a convaincue de dire aux autres de ne pas poursuivre leur attaque ultime. De plus, Starlia ressent que la véritable Zora se trouve à 100 mètres sous terre. En utilisant ses pouvoirs, elle tire Ulto à la surface et dit à Chris qu'elle compte sur lui. Pendant ce temps, Ulto réfléchit à sa vie humaine et au temps qu'il a passé avec Lacutia. Ulto réfléchit à cette étrange sensation qu'il ressent. Terra Tora l'avertit des niveaux de magie élevés de la forêt. De plus, il met en garde Ulto de ne pas laisser les dragons entrer dans la forêt. Soudain, les dragons de la forêt surgissent du sol et commencent à dévorer des humains. En voyant cela, Ulto mentionne qu'il ne peut pas les contrôler, mais il se rend compte que les dragons de la forêt attaquent aussi ses ennemis. Après un moment, Ulto se rend compte que Borjus a retrouvé ses capacités et qu'il essaye de les aider dans la guerre. Cependant, Ulto crie à Borjus de ne pas s'immiscer dans sa guerre avec Starlia. Mais il révoque sa déclaration car il sent qu'il est sur le point de faire quelque chose de stupide. Pendant ce temps, Ragnar, Gram et Shin continuent de massacrer d'autres dragons. Les voyant éliminer les dragons, Taratectora les attaque avec son canon à bras et dit à Ulto qu'il les a anéantis avec son attaque. Après avoir utilisé son canon à bras, Taratectora demande à Ulto une mise à jour sur l'état de Starlia. En utilisant son œil, Ulto repère Starlia allongée sur le sol. Mais il dit à Taratectora un mensonge sur son état. En même temps, Ulto ne sait pas pourquoi il fait cela. Et il dit à Taratectora de garder un œil sur Ragna alors qu'il utilise cette occasion pour contempler son comportement étrange. Après un moment, Ulto s'approche du corps inconscient de Starlia et remet en question les décisions qu'il a prises dans la bataille jusqu'à présent. Par la suite, il contemple son existence humaine avec ses subordonnés humains et Lacutia. Durant ce moment, nous apprenons que Walte Kamui avait en réalité meurdé Lacutia et Ulto et qu'il est devenu l'un des dragons supérieurs par la suite. En voyant Starlia, Ultor remarque une ressemblance entre la princesse Lacutia et la princesse Starlia. De plus, Ultor déclare que tout ce qu'il a perdu pendant cette période a refait surface à travers ce combat. Après un moment, il dit à Starlia qu'il adore leur bataille et il la félicite, elle et ses troupes, pour leurs efforts. Dans un flashback, Crimson avait informé Starlia des compétences de leadership de Lacutia et du passé humain d'Ulto. En fin de compte, Crimson dit à Starlia de ne pas s'abandonner pendant son combat contre Ulto, car leur détermination le rendra lentement fou. Après un moment, Ulto demande à Starlia de rejoindre le sang de l'aile. Mais Starlia répond et admet que Ulto l'a surpassé dans de nombreuses catégories. Cependant, elle informe à Ulto d'un domaine dans lequel elle le bat. Soudain, Starlia libère son attaque des arts de forge sur Ulto, ce qui le force à se protéger contre un arbre pour protéger Starlia. Plusieurs soldats récupèrent le corps de Starlia et Chris retire l'arme qu'elle a utilisée pour pénétrer le corps d'Ulto. Après que Chris a brandi l'épée, Starlia active sa technique de « union de la pensée » pour communiquer avec ses troupes restantes. Elle demande à tout le monde d'envoyer leur énergie à l'arme Silverine que Chris brandissait. En utilisant l'arme, Chris lance cette arme vers Taratectora et Ulto dit à Taratectora de faire attention. Au lieu d'esquiver l'arme, Taratectora tire son canon dessus, ce qui entraîne une explosion massive. Après que l'explosion se soit dissipée grâce à l'aura d'Ulto, Taratectora n'a subi qu'une légère blessure. Mais à cet instant précis, Ragna a sauté pour saisir l'arme que Chris avait lancée. Pendant ce temps, Shin se réveille dans une bulle semblable à de l'eau. Confus, Shin observe Ragna depuis l'intérieur de la bulle, alors que Ragna saisit la lame de Chris et lance son attaque éclair de chasse sur Taratectora. Spectateur de loin, Ulto pleure alors que Taratectora meurt enfin à cause de l'attaque. Cependant, avant de mourir, Taratectora dit à Ulto qu'il s'est fait exploser pour éviter de mourir instantanément à cause de l'attaque de Ragna. Voyant que Taratectora est encore un peu d'énergie, Ulto se reproche d'avoir donné de fausses informations à Taratectora.
mais Tara Tectora lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça. De plus, il dit qu'il devrait se concentrer sur le développement d'une stratégie qui les aidera à prévaloir dans cette guerre contre Starlia. Avant de mourir, Tara Tector commence à avoir un flashback du temps où il était humain, révélant qu'il avait des liens avec Holto et qu'ils avaient tous deux des liens avec la princesse, Lakitia. En même temps, Taret Tora réfléchit à sa relation de longue date avec Holto et espère qu'il pourra lui pardonner. À la demande de Taret Tora, Holto dit à Taret Tora d'utiliser sa force vitale restante pour se faire exploser et s'assurer de la mort de Starlia et des autres. Avant l'énorme explosion, Aalto s'échappe et après avoir vérifié qu'Holto avait quitté son rayon d'explosion, Tara Tectora explose pour empêcher l'explosion d'anéantir tout. Ragna essaie de retenir l'explosion avec son gel d'argent. Malgré le fait que Slime apporte de l'aide à Ragna, Ragna réalise que l'explosion de Tarat Toratect est trop forte pour lui. De loin, Starlia se demande si Ragna peut empêcher l'explosion de les toucher. Après avoir spéculé un moment, Starlia comprend que son épée pourrait retenir Ragna et commence à se blâmer pour cela. De plus, elle réfléchit à tous les soldats qu'elle a perdus et à ceux qui ont survécu pendant cette guerre. Pour aider Ragnar à stopper l'explosion, Starlia utilise ses capacités pour prêter à Ragnar plus de pouvoir, car elle voulait éviter que d'autres victimes ne meurent. Après un moment, elle informe Ragna qu'elle a des troupes qui la protègent pendant qu'elle accomplit ce devoir. Bien que la force de Terra Tora les surpasse, Starlia et Ragna intensifient la pression et, enfin, elles parviennent à neutraliser l'attaque de Terra Tora. Après avoir neutralisé l'explosion de Tarat Tora, Starlia réalise que le Ragna actuel est puissant grâce à son homologue futur. Elle exprime ses inquiétudes pour le Ragna futur, puisque Ragna a emprunté beaucoup de pouvoir à son moi futur. En réponse, le Ragna actuel remercie Starlia de se soucier du Ragna futur. Tandis que Starlia le remercie pour son aide, elle le supplie d'abandonner Crimson et de rejoindre son armée. Avant que Ragna puisse répondre, Ragna s'évanouit. Pendant ce temps, Chris et les autres vérifient l'état de Starlia et elle est reconnaissante que la guerre soit terminée. Après avoir reposé un moment, les camarades de fou lui annoncent que le cercle de téléportation magique est prêt à être utilisé. Pendant ce temps, Ragna se réveille après un long moment d'inconscience. Cependant, avant que nos humains ne célèbrent leur victoire contre Holto et Tara Tectra, Voltekamui arrive et assassine Starlia et ses forces. Ensuite, Voltekamui tourne son attention vers Ragna et se prépare à en découdre. Alors que Ragna et Voltekamui s'affrontent, nous recevons un flashback avec Ragna et Crimson. Crimson informe Ragna au sujet des puissantes 6 griffes de Voltekamui et de l'épée démoniaque de la double dent. De plus, il informe Ragna sur la lignée griffue qui est liée ensemble par les épées et les arts martiaux. De plus, il déclare qu'en hors-la-loi a tué l'un d'eux dans le passé et a volé l'une des épées démoniaques. De plus, il révèle que Voltekamui était un hors-la-loi et qu'il a tué quelqu'un dans son passé humain et a volé l'une des épées démoniaques. De plus, Crimson avertit Ragna qu'il ne devrait pas s'impliquer avec Voltekamui et qu'il ne devrait le combattre qu'une fois Ultimata morte. Se sentant désespéré, Ragna commence à rêver alors qu'il se retrouve dans une dimension alternative avec Starlia qui le supplie de se réveiller. Lorsque Ragna se réveille enfin, Starlia lui dit quelle est la vraie affaire. De plus, elle dit qu'elle et les autres ont réussi à se téléporter loin de cet environnement étrange grâce au cercle de téléportation magique. Après qu'ils ont tous deux flâné pendant un moment, Starlia s'arrête et dit à Ragna de continuer sans elle. De plus, Starlia dit qu'elle doit créer une épée puissante appelée la comète argentée, car même si cela entraîne sa mort, elle veut assurer à Ragna que cette épée lui sera utile, puisque Ragna refuse de quitter le côté de Starlia. Soudain, le sol se met à éclater sous les pieds de Ragna, le faisant tomber. Après avoir passé 2 jours inconscient, Ragna se réveille et se retrouve avec des bandages enroulés autour de son corps. Bien que Starlia puisse être parti, Ragna dit qu'il peut encore sentir son aura en lui. Après avoir quitté son camp, Ragnar remarque que Chris Fu et les autres sont autour de lui. De plus, Ragnar se dirige vers l'extérieur et constate qu'il se trouve sur le terrain de l'église Solarène. Après un moment, Ragnar retrouve Ayake, alors qu'Ayake l'emmène rencontrer quelqu'un d'important. Après un certain temps, Ragnar entend la voix d'Ultimata et il attaque son subconscient. Mais les sosies des femmes apparaissent, alors qu'elles commencent à se présenter comme le fléau des dragons de l'église solariane. Après avoir ressuscité le leader du fléau des dragons, Karula, Ragna avait tué. Elle pardonne à Ragna puisque tout le monde savait que la haine de Ragna pour Ultima Thesaï était immense. Après avoir constaté qu'ils avaient des capacités de reversal du temps, Ragna lui demande si elle peut utiliser ses pouvoirs temporels pour sauver la vie de Starlia. En réponse, elle révèle qu'elle le peut, mais qu'elle y est opposée, car cela consomme trop d'énergie. De plus, elle estime que sauver Starlia est une perte de temps. En entendant sa réponse, Ragnar dit que si elle tue Ayak, il tuera elle et ses copies. Au lieu de recourir à la violence, Ragnar, Ayak et Karla décident de discuter sur le toit de l'un des bâtiments de la zone. Lors de leur discussion, Nazarena se révèle être un membre de l'église solorienne, dont le but était de convertir Starlia en membre. Elle devait tuer Starlia si elle refusait de rejoindre l'église solorienne. Cependant, comme Nazarena a échoué à tuer Starlia après son refus de rejoindre l'église, Nazarena attendait d'entendre de ses supérieurs à propos de sa punition.
Dès que Nazarena a quitté, le chef de la Fureur des Dragons invite Ragna et lui demande s'il aimerait devenir un Fureur des Dragons. Sans aucune hésitation, Ragna décline immédiatement. Et à son refus, Carula le fait chanter en disant qu'elle transportera l'armée de Starlia de retour sur Terre. Furieuse, Ragna détruit leur table de réunion et dit qu'elle accueillera les réfugiés. En échange, il tuera Ultra Ultimate. Après la réunion, Ragna s'en va avec Slime. Les deux entrent dans un des bâtiments éloignés pour retrouver Crimson. Lors de sa rencontre avec Crimson, Crimson montre à Ragna une clé vers une autre dimension, tout en disant qu'il va guérir Ragna. Après être entré dans la dimension cachée que Crimson avait restaurée, Crimson déclare qu'il veut se concentrer sur la construction d'une équipe adéquate, centrée autour des capacités Silverine de Ragna. Il ajoute qu'ils ne peuvent pas faire leur prochain mouvement tant que la chambre du globe n'est pas restaurée dans 3 ans. En entendant qu'ils doivent attendre 3 ans, Ragna dit qu'il devrait vaincre Ultimata maintenant et qu'il ne devrait pas le retarder. Cependant, Crimson reste ferme et dit qu'ils vaincront Ultimata plus tard, car il croit que Starlia est déjà décédée. Croyant que Starlia était encore en vie, Ragna dit à Crimson que Starlia est vivante et qu'il devrait se dépêcher, malgré le fait que Crimson pense le contraire. Malgré l'avertissement de Golem, Ragna ne recule pas. Avant de prendre congé, il remercie Crimson de lui avoir donné la clé. Cependant, avant même qu'il ne puisse déployer une partie, il succomba au poison que Crimson lui avait ordonné de boire lorsqu'ils avaient d'abord formé des équipes. Essentiellement, Crimson lui avait dit que s'il prenait cette toxine, il ne pourrait pas se rebeller contre lui. En voyant Ragna tomber, Crimson se moque de l'idiotie de Ragna. Mais elle reçoit le choc de sa vie quand elle voit Ragna se relever en un instant. Déterminée à sauver Starlia, Ragna s'excuse pour sa trahison, mais Crimson ne s'en soucie pas et veut maintenant le tuer. Pour immobiliser Ragna, Chimera essaye d'attaquer Ragna, mais il l'arrête rapidement. Après avoir humilié à la fois Crimson et Chimera, Ragna l'informe de la première rencontre avec son futur soi. Apparemment, lors de cette rencontre, le futur Ragna a réalisé que le corps de Crimson manquait d'un cœur. Après l'avoir tué, alors que Ragna quitte la base, Crimson se dirige vers l'une des chambres de sa base pour se reposer. Pendant ce temps, Ragnar est retourné à la base du noyau Argentum et tombe sur Ayake, Shinkrис et les autres. Avec tout le monde réuni, Ragnar révèle que Starly est encore en vie. Pendant ce temps, Voltec Amui et Starlia sont vus dans une pièce, où Voltec Amui attrape Starlia et lui montre que Ulto Zora a laissé une marque de poison sur son corps. Par conséquent, si elle tente de quitter la capitale, ou si Ragna et ses alliés s'approchent d'elle, le poison s'activera et la tuera. De plus, Voltec Amui bavarde sur Ulto et les blessures que Ragna lui a infligées pendant leur combat. D'un autre côté, l'ultime prie son divin, alors qu'elle jure de détruire ses ennemis et de restaurer leur pouvoir. De plus, elle espère que Dieu lui parlera à nouveau, après un certain temps. Après que Borgis ait complété sa métamorphose, il devient un être nommé l'Ancien. Il entre dans la zone et demande à Ultimata ce qu'elle et Dieu discutaient. Ensuite, l'Ancien et Ultimata discutent des forces de Starlia, ainsi que de Ragna et de la probabilité de leur arrivée. Après un moment, l'Ancien interroge Nebuline et lui demande pourquoi il ne répond pas à ses messages télépathiques concernant le fiasco de la disparition du Soleil. En réponse, Nebuline confirme qu'il est responsable des actions du Soleil car il veut voir s'il peut créer un espace qui reste dans la nuit. Voyant les efforts de Nebulim, l'Ancien loue Nebulum et dit qu'il est prêt à laisser Nebulum continuer son projet et à confier Ultimate A à ses soins. De retour à Starlia, Starlia révèle qu'elle n'a pas peur de mourir, mais promet de forger une épée qui surmontera les griffes d'Ultikamui. Ailleurs, Ike demande à Fuku une mise à jour concernant l'avancement du cercle de téléportation. Avancement? Réponse fut dit qu'il lui faudra un certain temps. Alors, en attendant, Ayake rend visite à Karula et lui demande si elle peut leur fournir un soutien magique. Puisque la chute d'Ultimate A était un objectif commun, Karula accepte de leur prêter main forte. Cependant, elle exige la formule du cercle d'absorption magique ainsi qu'un échantillon du sang de Ragna, Fu et de Majo. De plus, Karula révèle que si elle se sent sceptique à propos d'Ayake et du cours d'action de sa force, elle les arrêtera si elle pense qu'ils n'ont aucune chance de victoire. D'autre part, Snake entre dans la chambre de Crimson pour prendre de ses nouvelles, et il trouve Crimson encore bouleversé par les remarques de Ragna. De plus, Snake informe Crimson au sujet de Borgius et de son plan pour sacrifier sa vie. En ajoutant, il révèle que si Borgius réussit cela, alors Snake et Crimson seront les derniers membres de la lignée sanguine de l'ancien L. Après avoir entendu Snake, Crimson ouvre une carte virtuelle. En voyant la barrière de Nebulim, il se demande si Ultimate est toujours incapable de contrôler le temps. Réalisé que la situation pourrait être à leur avantage, Crimson dit à tout le monde de se préparer pour la bataille. Il décide d'utiliser l'armée de Ragnar et Starlia comme distraction pour tuer Ultimate. Pendant ce temps, Nazarena et moi nous partageons notre conviction que Starlia se trouve dans le quartier du palais avec le monarque ailé Ultimata. En entendant que le groupe se concentrait sur Starlia, Karila déclare qu'il devrait d'abord se concentrer sur la mise à mort d'Ultimata, car s'ils parviennent à la vaincre, alors les autres dragons supérieurs tomberont. Après un moment, Ragna partage son désir d'affronter Voltashamui directement. Plus tard, Ayak informe tout le monde qu'ils vont initier leur plan dans 2 jours. En attendant, il espère que chacun se préparera. Pendant ce temps, Gram et Ragnar ont une rapide séance d'entraînement. Après s'être affrontés pendant un moment, les deux guerriers reconnaissent la force et la croissance de l'autre.
Bien que Ragna soit heureux de la force qu'il a reçue, il soutient qu'il est difficile pour lui d'en être fier puisque il n'a pas travaillé d'arrache-pied pour l'acquérir. Après un certain temps, Gram informe Ragna d'une des manœuvres qu'il a vu effectuer pendant leur bataille contre Tara Tectora et admet qu'il a imité sa tactique et qu'il l'a réussi. Bien que son exploit ne soit pas à la hauteur de celui de Ragna, Gram est tout de même fier de ce qu'il a accompli. Il demande à Ragna de continuer à les guider vers un chemin plus lumineux, en leur montrant sa force. Après un moment, alors que tout le monde se préparait à se téléporter vers la Terre, Fu a initié le cercle magique. Pendant ce temps, le fléau des dragons s'est sacrifié pour initier une contre-mesure magique de contrôle du temps, semblable à un sort. Apparemment, cela permettra à Ayake et aux autres d'agir dans le temps arrêté. Cependant, ils n'ont que 3 minutes pour le faire. Selon Karula, alors que les membres de la Fléau des Dragons meurent les uns après les autres, Karula leur fait un discours émouvant. Avant que Ragna et les forces de Starlia ne soient téléportés de nouveau vers la capitale, ils attendent le retour des humains. Alto Zora et l'Ancien affrontent les forces de Starlia, tandis que Ragna décide de se battre Voltekamui. Pendant ce temps, Nebulim sent que Crimson et son entourage sont arrivés sur les lieux. En arrivant sur le champ de bataille, Crimson réalise que l'Ultime n'a pas arrêté le temps et conclut qu'il est possible qu'elle ne puisse pas arrêter le temps. Soudain, l'Ancien se transforme en sa forme de dragon, en disant à ses ennemis qu'il va les écraser. Retour à Ragna. Ragna confronte Ultekemwai, et en voyant Starlia, il se précipite du côté de Starlia. Pendant ce temps, Ultati dit à l'armée de Starlia que Starlia périra bientôt, peu importe s'ils le battent. Retour à Ragna. Ragna est horrifiée de voir Starlia empoisonnée dans tout son corps. Bien que Starlia ait réussi à forger l'épée comme est argentée pour Ragna, elle lui dit que cela ne l'aidera pas à combattre les griffes de Voltekamui. Elle ajoute qu'elle a été un échec jusqu'à la fin. Pour le bien de Stalia, Ragna promet à Stalia qu'il vaincra Voltekamui avec son épée. Après avoir donné à Stalia et Ragna le temps de discuter, Voltekamui revient enfin sur le champ de bataille et ils s'affrontent immédiatement, épée en main. Après avoir combattu pendant un certain temps, Ragna parvient à percer le corps humain de Voltekamui. Il incite Voltekamui à se transformer en sa forme de dragon. Pendant que Chimera et un autre allié affrontent l'Ancien, la bataille entre Ragna et Voltekamui interfère avec la leur. Remarquant que Chimera et son allié sont en danger, Ragna leur tend la main en gelant le visage de l'Ancien. Suite à l'aide de Ragna, Voltekamui attaque Ragna, le repoussant loin du champ de bataille. Bien que l'Ancien soit immobilisé par le Silverine de Ragna, sa forme de dragon crée les nouvelles têtes de Sprout. Pendant ce temps, les forces de Starlia submergent Oltozora avec leur puissance combinée. Malgré le fait d'avoir l'avantage, le moral des forces de Starlia diminue brièvement. Voyant cette opportunité, Olto se demande s'il atteindra un jour le niveau de force de Tara Tectora. Avec la pensée de son camarade décédé flottant dans son esprit, Olto se transforme en un dragon plus musclé et capable. Pendant ce temps, Ragna et Voltekamui portent leur duel dans l'espace, tandis que Nazarena et Starlia observent la bataille de loin. Voyant Nazarena à ses côtés, Starlia dit à Nazarena de la laisser tranquille et d'assister les autres avec les dragons. En entendant Starlia, Nazarena se remémore sa première rencontre avec Starlia, lorsqu'elle était plus jeune. Bien que Nazarena reconnaisse les handicaps de Starlia, elle mentionne que Starly est toujours présente, car d'autres voient de la valeur dans ses pouvoirs particuliers. Après le flashback, Nazarena s'en va et prévoit d'aider les autres avec les dragons. D'autre part, Nebulim ressent la présence de Crimson à proximité, et il suppose que Crimson était après Ultimata. Bien qu'au départ, Nebulim ne soit pas inquiet, Crimson commence à franchir la barrière de Nebulim, ce qui le pousse à paniquer. Avant que Nebulum ne puisse y faire face, Slime apparaît à côté de lui et l'absorbe, le tuant dans le processus. Pendant ce temps, Crimson s'infiltre et apparaît derrière Ultimata. Utilisant son dernier souffle, Nebulum appelle pour finalement alerter Ultimata de la présence cachée de Crimson. Paniqué, Crimson utilise son arme à feu et active son dispositif pour empêcher les pouvoirs de manipulation du temps d'Ultimatea d'interférer avec son stratagème visant à contrer Crimson. L'Ultime A se transforme en dragon. En voyant Ultimata se transformer, Crimson a un flashback du moment où il a eu une discussion civile avec d'autres versions de lui-même concernant Ragna et ce qu'il lui avait dit. Ensuite, Crimson saisit son cœur et le place à l'intérieur de son corps, ce qui le fait se transformer. Dans son nouvel état, Crimson utilise ses différentes armes pour combattre Ultimate A de front. Avant que Crimson ne puisse porter un coup décisif contre elle, Ultimate 2A déclenche une attaque puissante, engloutissant la pièce dans une grande explosion. Pendant ce temps, les forces de Starlia se battent contre Olto. Après qu'Olto ait tué la plupart de l'armée de Starlia, il tourne son attention vers Ayake et tente de le tuer. Heureusement, Fu protège Ayake de l'assaut d'Olto. Alors que Fu s'injecte une concoction lui permettant d'acquérir des pouvoirs qui sont à la hauteur des dragons. Malgré un effort décent contre Olto, Fu se fait projeter dans un trou voisin. Pour protéger Fu de se blesser, Ayake saute et sauve Fu de la chute dans le trou. Tout en cela, Oltozora essaie de l'arrêter, mais plusieurs membres de l'armée de Starlia contrecarrent ses efforts. Voyant qu'Ayak était venu à son secours, Fu remercie Ayak de l'avoir sauvé et dit à Ayak de retenir Olto avec les autres. De plus, Fu révèle son plan d'utiliser toute la magie qu'il a absorbée d'Olto pour le vaincre. Alors qu'ils discutaient, Chris interrompt leur conversation et dit à Ayake de s'occuper des besoins de Fu,
tandis qu'il s'avance pour retenir Holto. Alors que Chris s'engageait à combattre Holto en tant que leader de l'armée de Starlia, Chris a un flashback dans lequel il réfléchit à ses expériences avec sa mère, son obsession pour la royauté et comment cela l'a conduite à la folie. Après le décès de sa mère, Chris est devenu un mercenaire et a choisi des missions illégales car celles-ci le motivaient davantage. De plus, l'une des missions de Christopher consistait à se mesurer à un dragon mature. Grâce à cette mission de Chris, Chris a attiré l'attention de Starlia. Après que Starlia ait loué Chris pour ses efforts, Chris est réembauché par Starlia. À l'heure actuelle, Chris donne tout ce qu'il a dans le combat. Après un moment, Chris et Fu attaquent Holto ensemble, lui causant de vives douleurs. Alors qu'Holto était au seuil de la mort, Holto souhaite qu'il puisse offrir à l'armée de Starlia une meilleure récompense pour l'avoir vaincu, autre que sa vie. Alors qu'Holto était en train de mourir, Ayake dit à Holto qu'il n'a aucun regret, et Ayake tue Holto. Les Holto Dice, pensant à ses camarades tombés. Après avoir porté le coup final, Ike est aidé par Nazarena, tandis que Fu rend son dernier souffle en se battant aux côtés de ses camarades. De plus, Nazarena révèle également que Starlia est décédée, elle est retournée à Crimson. Crimson réalise que cela pourrait être douloureux de combattre l'ultime, puisqu'elle possède beaucoup de pouvoirs magiques. C'est pourquoi elle opte pour une approche d'attaque plus psychologique. Lors de la bataille de Crimson, Ultimata a un flashback concernant la base 17 du franc Solarian. Apparemment, dans cette base, de nombreuses copies de Karula et de travailleurs s'occupaient des besoins des soldats tombés. Pendant que Karula s'occupait des besoins des gens, une autre Karula l'accueille. Apparemment, la Karula que nous suivons est la plus jeune du groupe. De plus, notre Karula informe le leader Karula de cette époque qu'elle a été envoyée à cette base parce qu'ils avaient besoin de plus de recrues Karula. Soudain, le leader Karula vieillit et commence à se flétrir à cause de son immense effort pour aider l'un de leurs patients. Avant de partir, la leader Karula remarque la tristesse de notre Karula concernant son départ et elle trouve cela étrange, puisque les copies de Karula ne le faisaient pas. De plus, elle désigne notre Karula comme la leader des Karula. Alors que notre Karula erre à la base, l'homme que le leader Karula avait sauvé la remercie de l'avoir sauvé, même si ce n'était pas elle qui l'avait sauvé. Elle décide de prendre le mérite pour l'effort de son leader. De retour au présent, pendant que Chimera et ses alliés se battent contre l'Ancien, l'Ancien remarque que la barrière entourant les champs de bataille s'effondre. Cela donne à Chimera et à son allié une chance de lui faire du mal. Tout en criant de douleur, Nebulum apparaît dans l'esprit de l'Ancien. Dans l'esprit de l'Ancien, Nebulum dit à l'Ancien qu'il compte sur lui pour gagner ce combat. Il s'excuse de ne pas avoir pu répondre à ses attentes. Attristé par la mort de Nebulum, l'Ancien se transforme en une bête ombreuse. Il touche Chimère et son allié en un instant. De plus, pour protéger Ultimate A, à la demande de Nebulim, il se téléporte au château et pourrait potentiellement tuer Slime. En voyant le squelette de Nebulim sur le sol, l'Ancien s'agenouille devant les restes décrépits de Nebulim et pleure. Pendant ce temps, avant que Crimson ne puisse porter le coup final à Ultimate A avec son arme à feu, l'espace dans lequel il se battait se fissure, prenant les deux par surprise. Alors que l'espace se fissurait, l'Ancien intervient entre la bataille de Crimson et d'Ultimate A. Il dit à Ultimate A de venir à ses côtés, car il ne peut pas atteindre le remplacement. Pour empêcher l'évasion d'Ultimata, Crimson la poursuit. Pendant ce temps, Chimera réfléchit à son partenariat avec Snake. Bien que Snake fasse partie du corps de Chimera, celle-ci se demande comment il connaît Crimson mieux qu'elle-même. Dans le présent, Snake demande à Chimera de s'échanger avec lui, ce qui permet à Snake de recevoir un corps physique. Après s'être transformé en une forme humanoïde, l'Ancien implique immédiatement qu'il attaque Snake. Mais Snake contre-attaque son assaut avec une attaque suicidaire appelée l'effondrement du monde. En raison de cette attaque seule, l'Ancien, Crimson et Ultimata subissent tous des dommages. De plus, cela force Crimson et Ultimata à quitter leur champ de bataille spatial respectifs. Avec sa main coupée, Crimson confronte Snake au sujet de sa tactique et Snake s'excuse de l'avoir utilisée. De plus, l'Elder revient à sa forme humaine et commence à brûler à cause du soleil. Voyant qu'après sa mort, seul un supérieur sera encore en vie, il appelle Walt Kamui, lui informant qu'il est le seul à pouvoir protéger Ultimata. Pour mettre fin à l'Ancien, Ike arrive et porte le coup final à l'Ancien. Après avoir affronté l'Ancien, moi, Ike, avec deux de ses camarades, nous nous dirigeons vers Ultimata. Pendant ce temps, Ragnar est toujours en plein combat avec Volt et Kamui. Mais après un certain temps, Ragnar commence à le submerger. Voyant qu'il était en train d'être battu, Volte Kamui décide de s'appuyer sur un pouvoir dormant pour se défendre contre la puissance de Ragnar. En même temps, Ultimate Ace se lève et tue l'un des camarades d'Ike. Pour mettre fin à Ultimata, Nazarena poignarde la tête de Ultimate avec son épée, provoquant ainsi une pluie de décharges d'énergie. Soudain, Volte Kamui libère sa technique des arts de combat du dieu de la foudre, faisant tomber tout le monde sur Terre, au sol, en raison de l'immense pression qu'elle exerce. Dans un élan de désespoir, Ultime lève les yeux vers le ciel et appelle Walt Kamui. Pendant la bataille, Walt Kamui a un flashback impliquant une entité appelée Gilzea, le monarque griffu. Apparemment, Walt Kamui avait essayé d'attaquer Gilzea, mais il n'a pas réussi à lui faire de dégâts. Et au lieu de cela, il s'est fait entailler 8 fois. De plus, voyant les tentatives de Walt Kamui pour la tuer, Gilzea dit qu'elle est arrivée parce qu'elle veut voir de quoi l'épée de Walt Kamui est capable. Cependant,
Avant de partir, elle décapita Waltekamui et lui dit que les personnes qui la blessent reçoivent la même punition en retour. Comme Waltekamui était extrêmement talentueux, Gilzea saisit sa tête tranchée, le loua et lui dit de combattre de puissants adversaires afin de devenir plus fort que jamais auparavant. De retour au présent, Waltekamui se souvient des mots de Gilzea et commence à se transformer en un être plus fort pour égaler son puissant adversaire. Alors que Waltekamui submerge Ragna avec sa nouvelle transformation, Crimson rampe vers son bras sectionné et son arme. En ce temps, Slime s'approche de Hazela, mais Crimson demande à Slime de venir vers lui. Soudain, une étincelle de lumière engloutit le champ de bataille. Retour à Ragna. Voltekamui est enfin capable de décapiter Ragna, et il déclare qu'il prévoit de tuer Gilzea et le dieu dragon ensuite. Soudain, Ragna engloutit le champ de bataille avec sa lumière et rattache sa tête. Pendant ce temps, Ultimata se remémore son expérience passée en tant que copie de Karela. Elle se souvient du moment où elle était l'une des plus anciennes Karola à leur base de première ligne. Apparemment, à cette époque, quelqu'un s'était écrasé à la base de première ligne et la personne qui s'était écrasée dans leur base s'est révélée être un jeune Voltekamui. Après s'être écrasé sur la base, Voltekamui a dit à Ultimata que tous ses subordonnés Karula le dégoûtaient, et il lui a demandé de disparaître de sa vue. Voyant que Voltekamui était blessé, Ultimata a promis de soigner Voltekamui s'il lui permettait de guérir l'un de ses clones. Puisque Waltekamui était un gamin au tempérament de feu, il menaça de tuer Ultimata si elle ne partait pas, et commença à se concentrer. Après qu'Ultimata se soit enfoui, Waltekamui s'effondra et Ultimata glissa également dans les escaliers. Se souvenant que Waltekamui l'avait qualifié de facilement remplaçable, puisque ses clones prendraient sa place. Après sa mort, Ultimata se leva et retourna vers Ultekamui. Voyant Ultimata revenir, Ultekamui a tué Ultimata. Mais elle inverse le temps pour ressusciter et elle guérit les clones de Karula ainsi que les blessures d'Ultekamui. En voyant que l'Ultima A était unique par rapport aux autres clones, depuis ce moment-là, Ultekamui a accompagné Ultimate partout où elle allait. De retour dans le présent, Ultimate appelle Ultekamui une fois de plus. Entendant l'appel désespéré d'Ultimata à l'aide, Ultekamui se précipite vers Ragna pour le tuer et retourner à Ultimata dès qu'il le peut. En un éclair, Ragna est transpercé par la lame de Waltekamui et subit une raclée infernale avant d'être décapité lors de l'attaque. Cependant, Ragnar rattache sa tête et il frappe Voltekamui avec un éclair de chasse. Pendant ce temps, Ultimata, à l'agonie, appelle Voltekamui, ce qui réveille tous ses sens alors qu'il attaque de front Ragna. Pendant la bataille, Ultekamui continue d'avoir des éclairs de Gilzea devant lui. De loin, Gilzea se tenait là, disant que Ragna avait enfin atteint un niveau de force capable de la battre. Après un moment, Ragna frappe Waltekamui avec son flash de chasse jumeau. En raison de la nature consécutive de cette attaque, Waltekamui est pris au dépourvu, et il meurt dans le processus. Avant de disparaître complètement, il lance sa lame vers Ultimate A, tout en s'excusant auprès d'elle de ne pas pouvoir rembourser sa dette envers elle. Alors que les Waltekamui disparaissaient, Ragna tomba sur Terre, et il tomba face contre Terre. Voyant que tous ses dragons supérieurs avaient été tués, Ultimata commence à paniquer alors qu'elle crie pour que le temps s'arrête. Après une tentative désespérée d'arrêter le temps s'arrête effectivement de bouger. Grâce à cela, elle réalise que ses pouvoirs sont enfin revenus. Avec ses pouvoirs de retour, Ultimata se réjouit un peu, mais avant qu'elle ne puisse remonter le temps une fois de plus, l'une des jumelles intervient à un moment crucial. Elle abat Ultimate A en utilisant le pistolet de Crimson qui contient des balles imprégnées de Silverine. Après avoir éliminé Ultimata, Ultimata a un dernier flashback sur le moment où elle était avec le jeune Voltekamui au bord d'une falaise. Apparemment, le jeune Voltekamui avait demandé à Ultimata, en tant que Karula, ce qu'elle voulait en retour comme moyen de la rembourser, car il était en dette envers elle à ce moment-là. Un pacte est formé entre eux pour libérer Karula de Dieu. De retour au présent et proche de la mort, Ultimate A est vue marchant vers l'épée de Voltekamui avec des balles dans la poitrine. Elle se souvient de son temps dans l'église silurienne où elle a été étiquetée comme produit numéro 19335. Apparemment, elle était exceptionnellement talentueuse, même avec un temps et une expérience limitée, parmi tous les cobayes. De plus, un jour, tous ses clones ont perdu la raison, et l'Église la blâme comme quelqu'un qui ne croit pas en le dieu Soleil. Elle est aussi accusée que sa relation avec Voltekamui est un facteur des pertes de l'Église. Avec Voltekamui emprisonné, il prévoit de le tuer, ainsi que tous les clones enragés de Karula. Juste à ce moment-là, le véritable dieu dragon fait son apparition. Freeze Ultimata et Voltekamui, alors qu'elle crée Ultimata, le monarque ailé du dieu dragon. De retour au présent, alors qu'Ultimata rampait, elle supplie Dieu pour une seconde chance. Mais elle apprend bientôt qu'elle n'est plus nécessaire. Car elle commence à brûler au soleil, tout en se remémorant les mots de Voltekamui, qui l'avait aidé à vivre plus qu'elle ne le pouvait. Après avoir appris qu'elle était à quelques instants de mourir, elle essaie de se diriger vers l'ombre de la lame de Voltekamui. Cependant, elle se consume avant d'y parvenir. En observant la mort d'Ultimate A, Crimson laisse son corps fusionner avec le dragon brûlé, alors qu'il remet son cœur en captivité derrière les 4 barrières. Il soupire à propos de cette horrible victoire, tandis que les cris de l'un des jumeaux encore en vie résonnent. Pendant ce temps, Ragnar retrouve son futur lui-même, lui demandant s'il regrette son action. En réponse, l'actuel Ragnar ne montre aucun regret, mais la perte de ses amis le rend très triste.
Alors que Ragnar était assis seul, Crimson est apparu en demandant comment il allait. De plus, puisque Ragnar était retenu dans une chambre, Crimson lui dit de partir. Et il l'accompagne jusqu'à une salle d'hôpital où il rencontre Starlia, inconsciente. En arrivant à l'hôpital, Ragnar apprend que le poison de Starlia avait guéri, et la raison pour laquelle elle se battait pour vivre n'était autre que Ragnar. Avec Starlia sur le lit d'hôpital, il se remémore tous ses camarades tombés, avant de retrouver Shin à l'extérieur de l'hôpital. Après avoir dit ses adieux à Shin, il révèle qu'il part à la chasse à la prochaine ligne de sang. Il s'en va à nouveau avec Crimson et Slime, pour un voyage qui mettra fin à tous les dragons. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cela et que vous souhaitez en voir plus, veuillez vous assurer de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne avec les notifications activées afin que vous ne manquiez jamais une vidéo future. Et jusqu'à la prochaine fois, les amis, prenez soin de vous.